On va enchaîner sur la troisième communication. Et donc Jean-Baptiste Rico reste sur l'estrade pour nous parler des recommandations concernant les artères carotides et vertébrales. Donc là, on a fait un gros travail avec la Société européenne de chirurgie vasculaire. Moi, j'ai été le co-chair des guidelines pour le vasculaire et qui ont été entérinés, discutés, mais entérinés avec la Société européenne de cardiologie. Alors, la première chose, c'est dans le dépistage. Il n'est pas recommandé de faire un dépistage systématique dans la population, car la prévalence des sténoses carotidiennes est trop faible pour que ce dépistage puisse modifier le risque d'accident vasculaire cérébral. Sauf que, le dépistage peut être envisagé dans certains cas, et en particulier chez les patients de plus de 60 ans qui ont des facteurs de risque particuliers comme une maladie coronarienne, une artériopathie des membres inférieurs, un tabagisme, une hyperlipidémie, parce que là, la prévalence est plus élevée, elle est de l'ordre de 20%. C'est une recommandation 2B. Alors, dans les recommandations, pour être très pratique, il y a deux volets. Il y a les sténoses asymptomatiques et il y a les sténoses symptomatiques. Et les deux posent des problèmes intéressants et les guidelines de l'European Society for Cardiology et de l'SVS de 2017 là, ont beaucoup évolué dans ces deux domaines. Alors, tout ce qui est simple, que vous connaissez tous, c'est que les patients qui ont une sténose carotide asymptomatique doivent recevoir un traitement antiagrégant plaquettaire. Les patients où il y a une sténose carotide asymptomatique doivent recevoir des statines. Bon. Mais on était parti en France et dans pas mal de pays sur l'idée qu'une sténose carotide serrée, très serrée, 70%, asymptomatique, représentait une indication chirurgicale. Et il y a eu un vote par Internet qui a été fait il y a quelques années dans le New England avec ce cas, donc un patient à risque moyen qui avait une sténose très serrée de la carotide, asymptomatique, et on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils feraient. Meilleur traitement médical, donc anti-agrégant, statine, antihypertenseur, etc. Meilleur traitement médical ou stenting, et meilleur traitement médical ou endartérectomie. Alors moi, je voudrais savoir, là, parmi vous, là, qui vote pour meilleur traitement médical seul? Là, maintenant. D'accord? Merci. Qui vote pour le stenting? Personne. Qui vote pour l'endartérectomie? On doit avoir une majorité. D'accord. Alors, eux, ils ont voté pour... ils n'ont pas... Enfin, oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand même l'endartérectomie vient un peu en tête, mais le stenting est derrière et le traitement médical est quand même majoritaire dans ce vote. Alors ça peut surprendre parce qu'on avait deux essais randomisés de très bonne facture, ACAS et ACST, qui montraient que dans les deux cas, sur un nombre important de patients et dans des études bien faites, il y avait un bénéfice à faire une revascularisation carotidienne chez les patients symptomatiques qui avaient une sténose de plus de 60%. Alors le problème, c'est que quand on regarde le bras médical de ces études ACAS et ACST, donc le bras qui n'était pas opéré, on voit qu'en 95, étude ACAS, le risque d'AVC homolatéral annuel dans le bras médical était de 2,2%. La première partie de l'étude ACST dans les 5 premières années, publiée en 2004, on voit que le risque d'AVC homolatéral avec le traitement médical est descendu à 1,1% et dans la dernière publication de l'ACST, on voit que les patients qui ont été randomisés le plus récemment ont un taux d'AVC homolatéral qui est descendu à 0,7%. Donc il y a une diminution de 60% du risque d'AVC dans le bras médical dû à l'amélioration du traitement médical. Donc ça, c'est important parce que à ce moment-là, ça, ça va pas. Marrant. C'est pas la bonne diapositive. Mais je sais pas, il y a plein de diapositives qui ont sauté là. Et surtout, dans l'étude, malgré tout, il y a un bénéfice encore pour la chirurgie.
L'étude ne montre pas qu'il ne faut pas opérer, l'étude dit qu'il faut opérer. Effectivement, dans cette étude ACST suivie à 10 ans de 2010, on montre très bien effectivement qu'il y a une baisse de l'AVC, effectivement avec le Best Medical Treatment. Et comme je disais, c'est dans un contexte d'une étude où il y a une observance thérapeutique, que les statines sont prises, les anticorps plaquettaires sont bien, il y a une bonne observance, l'hypertension artérielle est bien traitée, mais également quand on voit à la fin les courbes Best Medical Treatment seul ou Best Medical Treatment plus chirurgie, les courbes sont encore plus en faveur quand on fait Best Medical Treatment plus chirurgie que Best Medical Treatment seul. Je ne sais pas si c'est un peu ça que... Donc, voilà, après on va voir un peu. Pour meubler, Victor, pour meubler, dans les facteurs de risque de l'artériopathie, il manque un facteur majeur qui maintenant est reconnu, c'est la pollution, dont je parlerai tout à l'heure, c'est pour ça. Ah, très bien. Il y aura un exposé sur la pollution tout à l'heure. Est-ce qu'on a résolu le problème technique ? Alors, ne faites pas la mise à jour du nouveau système MacOS qui est sorti parce qu'il bouffe les fichiers de temps en temps. Donc heureusement j'avais une sauvegarde sur une clé. Donc je reprends. Donc si vous voulez, le risque dans le bras médical diminue du fait de l'amélioration du traitement médical, ça on l'a vu, diminue 60%. Et à partir de là, il y a eu toute une série de papiers, en particulier par Anne Abbott, qui a dit qu'il n'y avait plus de raison d'opérer les sténoses carotides asymptomatiques chez ces patients. Alors, il faut quand même que les chirurgiens et les gens qui prennent en charge la pathologie carotidienne soient au courant de ces études parce qu'il faut les argumenter. Car dans tous les congrès internationaux, ils sont là et à chaque fois, on a droit à une argumentation. La première chose, c'est qu'ils ont fait une étude, une espèce de méta-analyse qui est incomplète, qui a pris en compte des sténoses, des études où les sténoses de la carotide asymptomatique étaient de 50%, qui opèrent une sténose carotide asymptomatique, c'est 50%, personne, ou de 100% complètement occluse, où il y avait une tentative, personne ne le fait aussi. La deuxième chose, c'est que dans son analyse, elle a complètement oublié l'étude ACST, qui est l'étude essentielle pour la pathologie des carotides asymptomatiques. En plus, les données étaient hétérogènes et il n'y avait pas de pondération des études. Donc il faut être très critique vis-à-vis de cette remise en cause de la chirurgie carotidienne chez les patients asymptomatiques. Néanmoins, le fait que le traitement médical est beaucoup plus efficace doit être pris en compte. Alors, quand à 10 ans, on voit les résultats de l'étude ACST, eh bien on voit que le bénéfice de la chirurgie est toujours significatif. Quand on voit le critère toujours à 10 ans de l'étude ACST chez des patients qui sont sous statine, dans les deux bras, on voit qu'il y a moins de complications dans les deux bras, mais que la différence que la chirurgie apporte toujours un bénéfice à ces patients par rapport au traitement médical seul. Enfin, on a dit aussi que les femmes ne bénéficiaient pas, que la revascularisation des carotides asymptomatiques chez les femmes ne donnait pas de résultats significatifs. C'est faux. À 10 ans, il y a un résultat qui est significatif, même chez les femmes. Alors, il faut sortir un peu des essais cliniques, voir dans la vraie vie. Il faut savoir que, c'est un peu ce que tu disais, l'observance des statines, ça a été étudié, est de 50% à 6 mois et à peu près de 25% à 5 ans. Le premier symptôme d'une sténose carotide asymptomatique, ça peut être un AVC d'emblée, dans 20% des cas. Et puis en plus, seulement 40% des patients, qui sont souvent des gens âgés, consultent dans les jours qui suivent quand ils ont eu un AIT. Donc là aussi, il y a une perte de chance. Donc on a un peu réfléchi, on a tourné autour, on a regardé la littérature, et en fait, il y a un problème, c'est que tout le raisonnement est fondé sur le degré de sténose. Et il est vrai que le degré de sténose est assez parallèle à la gravité et au caractère complexe de la plaque carotide, mais pas toujours. Vous avez ici 2 sténoses carotidiennes qui sont identiques, 70%. Il
Il y en a une qui est lisse et l'autre qui est manifestement nécrotique et hémorragique et qui est beaucoup plus dangereuse. Donc, le risque d'AVC chez les patients asymptomatiques est surtout lié à la caractéristique de la plaque. Et donc, on a sorti cette recommandation 2A, qui est que l'endartérectomie carotidienne est indiquée, should be, chez les patients ayant une sténose asymptomatique de 60 à 99%, un risque opératoire modéré, et au moins l'une des caractéristiques suivantes: infarctus silencieux des découvertes sur l'IRM ou le scanner, progression de la sténose de plus de 20%, plaque hypoéchogène avec une GSM inférieure à 15, embole au Doppler transcrânien, ulcération et hémorragie en écho 3D et volume de plaque supérieur à 80 mm3. Un seul de ces critères suffit. Donc ça ouvre la porte à la revascularisation, mais en tenant compte de la morphologie de la plaque qui a parlé. Et évidemment, si le risque opératoire est inférieur à 3%. Alors voilà un patient asymptomatique, infarctus silencieux, risque élevé d'AVC homolatéral dans ces cas-là, qui est de 3,6% à 1%. Donc là, ces patients sont à risque. Le Doppler transcrânien, alors c'est peu fait sous nos climats, mais il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Quand vous avez des hits au Doppler transcrânien, vous avez un risque très augmenté d'accident vasculaire cérébral. Et donc on a sorti ces recommandations chez les malades asymptomatiques: revascularisation carotidienne par endartérectomie 2AB, à condition d'avoir un des signes de gravité de la plaque que je vous ai indiqué. Pour l'angioplastie, c'est une recommandation 2BB, peut-être qu'on considérait, à condition évidemment d'avoir un taux de complication toujours inférieur à 3%. Je voudrais juste insister sur ce qu'on appelle le near occlusion, parce que, si vous voulez, quand j'ai vu ça, les gens pensent que near occlusion, c'est la sténose très serrée. C'est pas ça. Near occlusion, c'est la sténose au-dessus d'une sténose serrée. C'est une carotide interne qui est filiforme du fait qu'il y a eu une thrombose, une pré-thrombose, et qu'elle s'est recanalisée. Et c'est sûr que ces patients, il ne faut pas les opérer. Alors, méta-analyse, le stenting marche moins bien que la revascularisation carotidienne chez les patients asymptomatiques. Il y a eu une méta-analyse de Kakos qui est très claire là-dessus. Et donc, là aussi, on peut faire un stenting carotidien, mais c'est une 2B. C'est moins fort comme recommandation si on a les critères que je vous ai décrits. Alors, les sténoses symptomatiques, il y a des choses qui n'ont pas changé. L'endartérectomie est recommandée chez les patients symptomatiques qui ont une sténose entre 70 et 99%, donc c'est un A très fort, et aussi entre 50 et 69%, c'est un 2A, parce que là, le bénéfice pour le patient est un peu inférieur, mais c'est recommandé, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et l'endartérectomie carotidienne est aussi doit être préférée au stenting chez les patients symptomatiques âgés de plus de 70 ans ayant une sténose carotidienne de 50 à 90 ans, puisque l'âge, au-delà de 70 ans, on a montré que du fait des lésions dans l'arche aortique, il y avait plus de complications neurologiques. La revascularisation carotidienne peut être proposée chez les patients âgés de moins de 70 ans par stenting, quand il y a une contre-indication à la chirurgie et quand on a un taux de décès AVC inférieur à 6%. Bon, alors, ça, on aboutit à ces recommandations qui sont classiques. Là, si vous voulez, c'est ce que vous faites tous d'habitude. Le problème, c'est quand est-ce qu'il faut intervenir. Et ça, c'est la modification. C'est qu'on a mis en évidence que time is brain, le plus tôt est le mieux, et qu'il recommandait de procéder à la revascularisation des sténoses carotides symptomatiques dans les 15 jours qui suivent l'apparition des symptômes. Et à ce moment-là, si vous voulez, il vaut mieux faire une endartérectomie plutôt qu'un stenting. Je passe. Alors, le problème, c'est intervenir tôt, mais comment ? On peut faire un stenting? Non, il vaut mieux faire une endartérectomie carotidienne. On a montré par des méta-analyses, des études de randomisées qui a été faites par Randner, que le stenting à la phase aiguë, quand on intervient rapidement chez les patients symptomatiques, et il faut intervenir rapidement, si vous voulez, a plus de complications. Par contre, il faut intervenir rapidement, mais pas toujours.
Et quand on a un AVC majeur, un ranking supérieur ou égal à 3, avec une zone d'infarctus qui dépasse le tiers du volume de l'hémisphère cérébral, dépendant de la cérébrale moyenne, là, il faut différer la revascularisation pour éviter la constitution d'un hématome post-opératoire. Chez ces patients, il ne faut certainement pas agir rapidement. Donc, les cas particuliers, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, la zone d'un infarctus ranking 2, zone d'infarctus moins de 1/3 du volume, sans hémorragie et sans œdème cérébral significatif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Baptiste? Oui, le micro. C'est peut-être juste une question. On est tout à fait en accord avec ce que tu nous as présenté. À un moment, j'avais été un peu surpris par le début, mais tout à fait d'accord. C'est juste par rapport au bilan préopératoire des sténoses carotidiennes. C'est pour rejoindre ce qu'avait dit Victor juste avant. Je vois que tu avais participé au papier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en bilan préopératoire d'une sténose carotidienne asymptomatique et symptomatique? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus agressif qu'auparavant? Parce que il y avait eu cette étude qui a montré que la coronarographie préopératoire permettait d'avoir une meilleure survie, alors qu'il n'y avait pas plus d'événements indésirables dans la première année. Quelle est maintenant votre stratégie? Qu'est-ce qui est recommandé ou conseillé? Ouais, si tu veux, moi je pense que quand même les patients qui ont des sténoses carotides, ils ont en général des artères coronaires qui ne sont pas dans le meilleur état et leur évolution naturelle le montre. Aller dans le cadre d'une étude clinique, nous on a fait une coronarographie parce que c'était plus simple, on pouvait l'obtenir rapidement et c'était des critères qui étaient précis. Maintenant, une fois que l'étude a été publiée, nous on est persuadé qu'il faut faire quelque chose, on peut remplacer cet examen par un autre examen comme une échographie à effort ou, si tu veux, un examen pour juger de la valeur et essayer de dépister une sténose carotide. Par contre, il y a des cardiologues, alors je ne sais pas si c'est vrai, qui disent que si on ne fait pas une coronarographie, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire un scanner coronaire, on peut faire des épreuves d'effort, on peut passer à côté d'un malade qui est tritronculaire. Donc c'est sur cet argument que nous, on avait fait la coronarographie systématique. Mais c'est sûr que cette étude, qui n'est pas très... Il n'y a pas énormément de malades, mais une différence est très nette. Les pépins, on les a eus dans les années qui ont suivi, sous l'apparence d'infarctus du myocarde et de complications et de morts liées au cœur. Donc, même si tu ne le fais pas, parce que la chirurgie carotidienne est une chirurgie qui n'est pas lourde, elle est relativement légère, hein, donc même si le malade en post-opératoire ne fait pas de complications, on peut à la limite ne pas la faire à ce moment-là, mais après, il faut le suivre sur le plan coronaire. Moi, je pense que ça, c'est important. Il n'y a plus de questions, on va peut-être faire la conclusion, take home message, alors en 2 parties. Ma partie, je dirais que ces recommandations, c'est un travail très important, c'est très utile pour nous, chirurgiens en particulier, d'avoir tout ce que le travail, en particulier de nos collègues cardiologues et médecins vasculaires, sur nos malades que l'on va opérer. C'est quand même très important, on l'a vu avec le risque cardiovasculaire, tout ce qui est traitement médical. Après, là, c'est personnel, attention, les recommandations, on l'a vu, ça vieillit très vite. Hein. Tu nous l'as dit, avec des publications qui sortent, et que finalement, ces recommandations, ça vieillit très vite. Et puis 2, attention, les recommandations, surtout des sociétés savantes, on ne peut pas exclure toujours des conflits d'intérêts. On l'a vu hier avec les recommandations CHEST, qui introduisent la thrombolyse, parce que le Sherman s'appelle Comerota. Et on l'a vu aujourd'hui aussi, avec les recommandations carotidiennes, certes, il y avait Jean-Baptiste Rico, mais en numéro 2, il y avait Ross Naylor, et on connaît ses positions sur la chirurgie carotidienne. Donc ça, c'est tout à fait personnel. Les recommandations, c'est important, mais il faut savoir les interpréter. Bien sûr, je suis provocateur, mais il faut aussi que je donne la parole à mon coach. Oui, les droits de réponse pour les chairs de recommandations. On avait effectivement Naylor Ross Naylor dans le groupe, mais non seulement j'ai fait exprès de vous montrer toutes les photos, c'était pas pour faire plaisir, c'était pour dire que c'est vraiment un travail de groupe où nous avons d'ailleurs beaucoup de fois voté quand on n'était pas d'accord, et même quand on s'est mis d'accord, ensuite le document partait vers un groupe de 40 reviewers pour revenir. Et on a fait 3 allers-retours avant que ça vienne.
Donc Ross Naylor a fait son cinéma à un moment, peut-être, mais je peux je vous assure que c'était une décision. Enfin, tout ce qui a été écrit a été fait toujours par un consensus. Personne, même Jean-Baptiste Ricot, ne pouvait pas seul mener quelque chose que les autres n'étaient pas d'accord. C'est quand même important de le dire. Mais j'étais parfaitement au courant de tout ça.